Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux à suivre cette émission Grand Dossier qui s'intéresse ce soir à la politique avec ce sujet qui fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité. Il s'agit des 100 jours du professeur Alpha Condé. L'élection présidentielle du 7 novembre dernier a été, vous le savez, qualifiée de première élection véritablement démocratique et transparente après plus d'un demi-siècle d'indépendance. Le vainqueur du scrutin, le professeur Alpha Condé, qui a eu 52,52% des suffrages, a été investi dans ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2011. Les Guinéens ont choisi l'opposant historique pour un nouveau départ, pour rompre avec les mauvaises habitudes et sortir des décennies de pauvreté et profiter enfin des immenses ressources du pays. 100 jours après son investiture, le quotidien du Guinéen a-t-il changé? Qu'est-ce qui a été posé comme acte? Qu'est-ce qui a été fait? L'espoir est-il toujours permis? Quel est le bilan? Voilà autant de questions qu'on se pose ici en Guinée et bien entendu ailleurs dans le monde. Des questions auxquelles mes invités ici présents vont essayer de répondre. Sur ce plateau avec moi, Alpha Hierro Condé, expert en bonne gouvernance et en matière électorale. Chaikou Yaya Bari, membre du bureau exécutif de l'UFR, responsable national de la jeunesse. Fodetas Silla, journaliste. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, première question, pourquoi 100 jours sont donnés à un homme politique, à une équipe gouvernementale pour donner des résultats? Monsieur Condé. Bon, 100 jours ne sont pas donnés à un homme politique pour donner des résultats. On rentre dans une tradition occidentale qui n'a rien de... qui ne s'impose pas. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une rigueur. C'est devenu une tradition universelle. C'est devenu une tradition universelle et je vais expliquer l'origine parce qu'il faut que les gens qui utilisent la formule des 100 jours sachent d'où c'est venu. Au congrès constitutif du Front Uni de la gauche en 1977 en France, le Front Uni a présenté 97 propositions, les 101 propositions, 101 propositions du Front Uni de la gauche. C'était pour préparer les élections législatives de 1977 que le Front Uni a perdu d'ailleurs. Mais en 1981, aux élections présidentielles que le président Mitterrand a remportées, au deuxième tour, au lendemain, la question des 100 jours s'est posée parce qu'il a dit, voilà, mes premiers actes vont consister à privatiser une partie des médias, premièrement, abolir la peine de mort, deuxièmement. Rappelez-vous que c'est en 1981 que la peine de mort a été abolie en France, deuxièmement. Et troisièmement, rehausser le niveau des salaires. Donc, en 100 jours, voilà ce qui a été accompli par le gouvernement Mitterrand, sans tenir compte du fait que certaines réalités économiques vont par après, mais ça c'est une autre question et un autre débat. Alors, lorsqu'on parle des 100 jours qui sont devenus donc une tradition, on essaye de voir quels sont les actes posés par un gouvernement pendant 100 jours. On essaye de voir s'il y a un début de réalisation. Les 100 jours ne sont pas une tradition guinéenne. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement de consensus, dirigé par Lansana Kouyaté... On leur a donné 100 jours. On leur avait donné 100 jours parce qu'il y avait eu des engagements sur l'eau, sur l'électricité, sur le riz. Engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Que les gens ont essayé de vérifier dans l'effectivité de la capacité de réalisation des engagements volontairement pris. Je dis bien l'effectivité de la réalisation des engagements volontairement pris. Et lorsque Ahmed Tidiane Souaré est venu, ceux qui avaient soutenu à cette époque le départ de Lansana Kouyaté se sont, 100 jours après, trouvés dans un autre camp parce qu'ils ont conclu que 100 jours n'ont pas permis à Tidiane de créer les conditions d'espérer. Voilà toute l'histoire des 100 jours. Aujourd'hui,
Donc, la période d'Addis, il n'y avait pas une histoire de 100 jours. On avait fait le bilan, hein. Ici à la RTG, on avait fait le bilan. Je crois même qu'au niveau des autorités militaires à l'époque, quelque chose a été fait dans ce sens-là. Ce n'était pas un État structuré. Quoi qu'il en soit, M. Condé, c'est un fait universel. Universel, non. Dans d'autres traditions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chez les anglo-saxons, tu n'as pas un problème de 100 jours. Non, non. C'est complètement latin. C'est-à-dire, tout ce qui est francophone, on tombe sur des déterminismes et des conceptions ou des concepts auxquels on ne donne souvent pas de contenu, mais que chacun épouse comme un prêt-à-porter. Voilà pourquoi souvent le débat n'est pas logique. D'accord. Alors sur la question, Fodeta Silla. Vous savez, le problème des 100 jours, nous sommes ici dans un schéma vraiment de ces concepts, slogans que les gens emploient pour paraître à la mode, juste pour paraître à la mode, de se dire qu'ils sont dans l'air du temps, mais en fait, il n'y a rien d'imposé. 100 jours, et après 100 jours, on prend la chicotte, s'il n'y a rien. 100 jours, c'est juste pour et s'il y a des actes qui sont posés? S'il y a des actes, on peut les résumer. S'il n'y en a pas, mais je ne vois pas d'obligation pour 100 jours parce que je ne vois pas l'histoire de l'humanité qui change en 100 jours. Mais ça permet de voir ce que le pouvoir en place, l'équipe en place peut faire. L'équipe en place en 100 jours ne pourrait exprimer, à mon entendement, face au chantier, aux immenses chantiers d'une nation, l'équipe en place ne peut exprimer que sa volonté, montrer la direction qu'elle veut prendre. Mais 100 jours, je dis que c'est des phrases à effet, c'est des slogans pour paraître à la mode. Donc vous n'êtes pas pour les 100 jours qu'on exige au gouvernement, aux hommes politiques pour... Madame, je m'excuse, ce n'est pas une exigence. Pas là-bas. Il y a une période donnée. Effectivement, dans un pays démocratique, les citoyens qui ont donné mandat à un gouvernement de gérer la nation en leur nom, en leur compagnie, est obligé de rendre compte de ces actes tous les jours. Pas après le mandat. Oui, tous les jours, tous les jours, oui. Il faut que le gouvernement puisse rendre compte. Si vous voulez, c'est un problème de déficit de communication et de relation entre les gouvernants et les gouvernés. Mais ce n'est pas une exigence. D'accord. Pour les téléspectateurs, Dr Banobari, sociopolitologue, devrait être avec nous sur ce plateau, mais pour des raisons qui lui sont propres, il a décliné l'invitation. Alors, Alpha Yaya, Cheikhou Yaya, pardon, je reviens à vous sur la question des 100 jours. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Moi, je dirais que le premier jour du mandat est déjà quelque chose. Avant d'arriver aux 100 jours, le premier jour, le jour où le président a pris fonction, commence déjà le travail pour lequel la population guinéenne doit assigner. C'est très important. Si nous arrivons à 100 jours déjà, c'est vrai, c'est devenu la mode, comme beaucoup le disent. C'est comme quand le matin d'une nouvelle année, il y en a qui prennent 2 bises, d'autres 3 bises, d'autres 4 bises. C'est devenu la mode, c'est vrai. Mais le premier jour est important, la semaine est importante, l'année est importante. Une année, je veux dire que tous les jours, on doit pouvoir savoir ce que le chef fait pour amener le peuple à comprendre et à le suivre. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, si nous avons pris 100 jours, hein, parce qu'on aurait pu prendre 6 mois, on aurait même 1000 jours. Non, on aurait pu prendre 2 semaines. Oui. On aurait pu encore prendre 1 mois. Qu'est-ce que le gouvernant, aujourd'hui le président a pu faire pendant le mois qu'il a occupé la fonction du président de la République? Donc ça veut dire que nous pouvons jusque-là dire qu'est-ce qui se passe, comment elle est en train d'évoluer, qu'est-ce qu'il nous a donné jusque-là, si nous sommes d'accord qu'aujourd'hui nous parlons de 100 jours, nous pouvons quand même
parler de quelque chose. D'accord. Voilà. La question était importante pour moi parce que il y a eu beaucoup de bruit autour de ces 100 jours dans la presse. Monsieur Tass, vous qui êtes journaliste. Oui, mais on aime bien qu'on fasse comme ça des barrières à défi pour les gouvernants, bien que ça ne soit pas structuré dans la Constitution. Ce que la Constitution demande, c'est un mandat de 5 ans, et ça c'est écrit noir sur blanc. Mais que nous lancions des défis psychologiques aux dirigeants pour un peu les booster, pour qu'ils puissent réaliser quand même quelque chose, ne pas se coucher sur leur laurier. Je crois que c'est très très important et la presse d'ailleurs en fait une mode et moi ça me plaît bien parce qu'il s'agit de dire à ceux qui viennent d'arriver, vous n'êtes pas là pour être sur vos lauriers, il faut faire quelque chose parce que attention, 100 jours arrivent, on va vérifier, bien que 100 jours vont passer et il n'y aura rien, mais de toutes les façons, on les a boostés, on les a secoués. C'est à ça que ça sert. C'est un slogan juste. Alpha Diallo Condé. Oui, moi je crois qu'il faut maintenir des étapes. Parce que dans la vie d'une nation, il y a la gestion par programme, il y a la gestion par activité. Donc à chaque activité gérée, il faut qu'on rende compte. Il y a toujours un problème de déficit de communication. Aucun bilan n'est globalement nul, mais aucun bilan aussi n'est globalement positif. C'est la capacité de communication qui rend le bilan positif ou négatif. Mais lorsque en face, on reste à fond, ceux qui sont opposés au régime vont avoir beaucoup plus, vont donner de la voix pour expliquer qu'aucun résultat n'est bon. Ça, c'est le premier aspect. Alors donc, tant qu'il y a ce principe qu'il faut à chaque étape faire un bilan, les gouvernants ont des obligations, donc il y a un changement de comportement. Pendant longtemps, les gouvernants en Guinée n'ont pas eu d'obligation vis-à-vis du peuple de Guinée. Le premier aspect du bilan des 100 jours, je vais vous le dire, c'est de façon psychologique. Non, on reviendra au bilan tout à l'heure. Hein. Non, on reviendra au bilan, mais ce que je dis, c'est très superficiel. Parce que ça n'intégrera pas le machin. C'est que la ville de Conakry est démilitarisée. Oui. Il y a moins de bérets rouges. On en reparlera tout à l'heure, M. Yero Condé, mais pour savoir ce qui a été posé comme acte, ou qui aurait dû être posé comme acte par les nouvelles autorités de Conakry, je vous invite à suivre ce micro-trottoir des citoyens de Conakry qui donnent leur point de vue sur les 100 jours du professeur Alpha Condé. Ce micro-trottoir sera directement suivi d'une intervention, d'un entretien, j'allais dire, avec Adja Diakagbe Kaba. Elle est secrétaire générale adjointe du gouvernement. Suivons-les et ensuite on en reparle. Par rapport aux 100 jours d'Alpha Condé, avec les réformes qu'ils sont en train de faire, c'est plein d'espoir. Mais à ce que je lui dise, le ventre qui a fait est impatient. Au lieu d'importer le riz, il est mieux qu'il accentue beaucoup sur l'agriculture. Je reste sincèrement sur ma faim. Au niveau du panier de la ménagère, nous rencontrons de sérieux problèmes. Les prix des denrées de première nécessité ne font que flamber. Et donc vraiment, le Guinéen, ce qui le préoccupe, c'est le quotidien. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis satisfait de ce gouvernement. Il faut dire que j'apprécie, parce que maintenant, il y a calme, tout le monde est chacun dans son chacun, pas de palabres, parce qu'on s'attendait trop à beaucoup de choses en Guinée, mais tout est alerte maintenant, tout est là, tout le monde est aux fonctions, tout le monde travaille. Même s'il n'y a rien, mais quand même s'il y a la paix, nous on apprécie, moi j'apprécie ça. Je ne veux pas de la guerre. Le président a dit changement. Le changement, ce n'est pas le président qui va changer la Guinée. Ce n'est pas le président. Mais ça trompe beaucoup de personnes. Parce qu'avec son slogan, le changement, changeons-nous la Guinée, tout le monde s'attend que c'est le président qui va venir changer. Non. Il est désolé. C'est nous les Guinéens. On doit changer la Guinée. Si on ne se donne pas la main, et qu'on change la Guinée, mais où on va? Puisque c'est nous qui devons changer la Guinée, comment doit-on changer la Guinée selon vous? Okay. Comment on doit changer la Guinée? C'est simple. Et si on se donnait la main, Paul, Malinké, Soussou, Ekissi, Berzé, mais la Guinée est changée. D'autres personnes ne peuvent pas changer la Guinée. Tu sais, des politiciens rentrent entre nous pour nous bécotier. Toi, Paul, moi, Malinké, Soussou, mais on est des Guinéens, on est des frères. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Bon là, je me dis que ce n'est pas tout le monde qui peut être satisfait pendant ces 100 jours-là. Le professeur a trouvé d'abord des situations qui sont très très amères dans le pays. Pour changer, ça va être un peu difficile.
Très très difficile. D'une part, il y a de l'espoir, d'autre part, il n'y a pas d'espoir. Parce que là, on voit des petits clans qui se forment au sein du gouvernement. On se dit que c'est le même système de Conté qui continue. En tant qu'économiste, je suis vraiment satisfait. Parce qu'il est en train de poser maintenant des jalons. Que la Guinée, c'est que les gens oublient, le problème de la Guinée, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas dans ce 100 jours-là qu'on peut résoudre cette affaire. Ce qui concerne le professeur Alpha Condé, donc prions tous qu'il améliore, qu'il travaille. Pour le moment, c'est sur la bonne voie. Dolile kadwa wike yanko anje mbolo di nyom makamonke sa hakilimaya di benjan ka bena do la Guinée mais amara mi folo ka fo simonyana aya londe ko alele reda ka fo ko di changement ke comme abara dem na déjà anya benama. Il est d'abord difficile d'évaluer l'action d'un homme politique en 100 jours, même si c'est la tradition. Mais il faut quand même comprendre que dans les premiers actes, on peut avoir une idée de la tendance générale. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que dès le départ, qu'il n'y ait pas un signal fort qui prouve qu'on a l'intention de réduire le train de vie de l'État. Je pense que le nombre de départements ministériels est pléthorique à faire. La seconde remarque, c'est par rapport aux priorités. J'ai l'impression que l'on se perd dans les priorités. Fondamentalement, on ne devrait pas avoir plus de 5 priorités dans un premier temps. En tout cas, pas pour un mandat de 5 ans. Le fait qu'on se soit perdu dans les priorités, à un certain moment, les gens ont cru que effectivement rien n'est fait. Alors que réellement, je pense que l'autorité de l'État est en train d'être restaurée petit à petit. Aujourd'hui, on voit moins de militaires dans la rue en armes. Et ils sont tous casernés. Et je pense que leur attitude avec les civils, leur rapport avec les civils est devenu beaucoup plus normal. Je vois aussi qu'il n'y a pas 2 jours, 2 ou 3 jours, on a quand même voté une loi pour l'unicité des caisses de l'État. Tout cela contribue à lutter contre la corruption et à mieux maîtriser les recettes de l'État. Je pense que de ce point de vue, on peut quand même dire qu'il y a des choses qui nous laissent sur notre faim, mais il y a quand même certains actes que le professeur Alpha Condé a posés, mais il y a beaucoup reste à faire, parce que ce n'est pas en 100 jours que la Guinée va changer. Je pense qu'il y avait trop de choses à faire pour avoir un jugement pour les 100 jours. Un État, c'est complexe. Je suis retraité, je travaille dans une entreprise. Les paiements, je pense qu'il n'a rien trouvé comme argent. Vous avez de l'espoir quand même avec le professeur Alpha Condé? J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Ne serait-ce que par exemple, je prends le ravitaillement, le riz. Je dirais qu'il y a eu l'engagement des mesures de réforme structurelle de l'État. C'est vrai, on n'a pas vu tous ces résultats d'abord par rapport à ces mesures, mais il y a eu une volonté politique qui a engagé des mesures de réforme de l'État. Il y a des mesures également de redressement de l'économie nationale et de la monnaie. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, ces mesures de redressement qui ont permis à la Guinée d'être réinsérée dans les PAS. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée avait été exclue complètement des PAS par les institutions de Bretton Woods pour cause de mauvaise gouvernance. La Guinée était complètement exclue parce qu'il y avait une telle mauvaise gouvernance qu'on ne pouvait plus continuer à subventionner, à aider, à appuyer et à accompagner. Là, c'est des réformes un peu techniques que des intellectuels peuvent comprendre, mais le commun des Guinéens s'attend peut-être à des choses plus concrètes. Oui. Alors là-dessus, qu'est-ce qui a été fait? Oui. Concrètement, je dirais que par rapport à ces réformes, il y a eu le démarrage des travaux du chemin de fer Conakry et Niger. Ça déjà, c'est un acquis des 100 jours. Il y a eu également la suppression de l'impôt de capitation. Un autre acquis, c'est l'assistance gratuite aux femmes enceintes et aux césariennes. Le gouvernement du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a pu négocier la subvention des denrées stratégiques, telles que le riz, telles que le carburant, qui ont été déjà subventionnés par l'État.
Il y a aussi... Sauf qu'au niveau du riz, je vais vous interrompre, c'est vrai que le riz a été subventionné, mais jusque-là, la population se dit sceptique parce que le ravitaillement ne se fait pas comme cela se devrait. Les gens ont distinctement encore accès à ce riz du professeur Alpha Condé. Le processus est lent parce que, imaginez-vous qu'on puisse dire aux personnes qui sont chargées de vendre ce riz, d'abandonner, de faire des bénéfices sur de 5 000 à 3 500, il y aura toujours des réticences. Nous parlons de changement, mais il y a quelque part la rigidité. Parce que le riz sort effectivement du port. Le plus souvent est retrouvé avec d'autres personnes qui sont en train de les enchâsser dans d'autres sacs. Et nous d'ailleurs, cette affaire de riz que nous distribuons aux gens, c'est juste pour une période. Je pense qu'après la fin de la campagne 2011, avec toutes les mesures d'accompagnement que le gouvernement a mises en place, je crois qu'il va beaucoup atténuer la question de l'importation du riz pour que les populations soient attachées encore à ce service de ravitaillement. Si je prends par exemple dans les 100 jours la question du fichier de la fonction publique, c'est parce que les gens sont allés méthodiquement, techniquement, qu'ils ont pu déceler 2000 fonctionnaires fictifs. Vous vous rendez compte? À la fonction publique, on a décelé 2000 fonctionnaires fictifs. Et ce n'est qu'un processus qui a commencé. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que les populations guinéennes doivent continuer à rester patientes par rapport au progrès qui va être réalisé par ce gouvernement. La Guinée, ce n'est pas un bout que le professeur Alpha Condé est en train de tenir. Tout est à faire. En Guinée, tout est prioritaire. Il faut prendre alors la priorité des priorités. Et pour faire ça, c'est encore un peu difficile. Dans tous les départements ministériels, les cadres proposent des actions prioritaires, mais tu ne peux pas prendre une action prioritaire, deux actions prioritaires. Il n'y en a pas. Tellement que tout est à faire. Mais je pense que pour toute chose, le départ est toujours quelque peu difficile. Mais avec la patience et le courage, nous pensons que nous pouvons réussir. Voilà, c'était là donc des citoyens qui donnaient leur point de vue sur les 100 jours du professeur Alpha Condé. Juste après donc ces citoyens, vous avez suivi aussi Aya Diakagbe Kaba du côté du système, du pouvoir donc. Alors sur ce plateau, je reviens à vous. Alpha Yaya, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, puisque Cheikh Yaya, je m'excuse, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais d'abord, je vais donner la parole au doyen Alpha Yero Condé. Alors, sur les 100 jours du professeur Alpha Condé, doyen, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait par le pouvoir en place? Je reviens d'abord à ce que j'avais dit tout à l'heure. Je dis Conakry s'est démilitarisé. Ça, on voit moins de militaires dans la... démilitarisé. Oui. Il y a même moins de bérets rouges aussi dans moins de militaires dans la capitale, oui. Moins de militaires dans la capitale, moins de bérets rouges au camp. Parce que sous ce régime militaire, tout le monde était devenu béret rouge. Et tous les bureaux étaient envahis par des bérets rouges. Aujourd'hui, ça a disparu. Premier aspect. Deuxième aspect, le Guinéen a appris à rêver. À rêver. À rêver. C'est psychologiquement très important. Toute activité humaine commence par le rêve. Lorsque le rêve est supprimé chez l'être humain, ça veut dire que le désespoir a atteint le point de rupture. Les Guinéens commencent à espérer. Espérer, c'est rêver. Rêver d'un lendemain meilleur. Je vais un peu vous interrompre. Vous avez parlé tout à l'heure de démilitarisation de la capitale. Mais cependant, en début mars, il y a eu des mouvements à Kissidou. Il y a eu même un mort. Oui, mais je parle de Conakry. Je ne parle pas de Kissidou. Oui, je l'ai dit à Conakry. Mais qu'à cela ne tienne, à l'intérieur quand même, on a assisté à quelques petits problèmes. Le premier aspect, ceux auxquels nous avons affaire, nos interlocuteurs les principaux, sont d'abord de Conakry. Ceux qui sont là constatent qu'il y a moins de militaires dans la rue. Ça veut dire un des premiers engagements sur la restructuration de l'armée est en train de se tenir. Le deuxième engagement, ils ont hérité d'une situation avec un déficit abyssal. Malgré tout,
depuis, aucun salaire n'a retardé. Et tous les salaires ont été payés. Deuxième aspect. Troisième aspect, ils ont essayé de fournir des efforts de livraison de riz, non pas sous forme de ravitaillement, parce que c'est dans les marchés qu'on envoie le riz. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir 2 kilos de riz par jour peuvent et doivent aller au marché et acheter les 2 kilos avec leurs fonds propres. Oui, mais au marché, le riz est toujours cher, c'est à 7 000 francs le kilo. J'en viens. Pourquoi ça? C'est parce que les structures de distribution ne sont pas encore bien structurées. Il y a une question de maîtrise des structures. On ne fait pas de l'amateurisme quand il s'agit du sort du peuple. Mais il faut, parce qu'on est en train de considérer que c'est contre une oligarchie de commerçants que ces mesures sont prises, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas présenter le problème comme étant une opposition par rapport à une oligarchie donnée. Cette oligarchie, elle est guinéenne. Elle vit en Guinée. Donc il faut mettre en place une structure qui ne crée pas de conflit et qui ne crée pas de repli ethnique. Que les gens ne se disent pas, voilà, c'est pour nous appauvrir qu'on a mis en place cette activité. Cheikh Yaya Barry, pour certains, effectivement, le gouvernement s'est substitué aux commerçants dans la vente du riz. Et tout à l'heure, quand on regardait Aya Yakagbe Kaba, je vous ai vu réagir. Mais au fait, c'est une réalité. Je crois qu'il y a un des journalistes que vous avez interviewé qui a dit quelque chose de fondamental. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas par où commencer. Et c'est un problème sérieux dans ce pays. Le gouvernement ne sait pas par où il doit commencer. Il doit commencer. Le problème de riz, voilà, il y a trop de priorités. Et ce problème est fondamental. Quand j'ai écouté mon oncle, j'aime dire M. Condé aujourd'hui, il dit que le Conakry, on a un problème, il y a le riz, que ce n'est pas bien structuré. Vous imaginez, on a 35 000 tonnes de riz qu'ils ont amené. 35 000 tonnes de riz, c'est 700 000 sacs. 700 000 sacs pour 10 millions de Guinéens. Vous comprenez? C'est insignifiant par rapport... Parce que quand on parle de riz, il faut parler de la Guinée. Il faut parler de l'ensemble des 33 préfectures du pays. Pas seulement de Conakry. On ne peut pas dire que les gens de Conakry doivent être les plus privilégiés pour le mandat du président que ceux qui sont à l'intérieur. Mais l'intérieur aussi est concerné. Voilà, donc l'intérieur du pays est concerné, même s'ils sont concernés. 700 000 sacs. La distribution n'a pas encore commencé à ce niveau. Quand on voit la proportion de partage du riz à Conakry par rapport à l'intérieur du pays, vous verrez que c'est insignifiant par rapport à l'intérieur du pays. Je vous donne un seul exemple. Sur Dibreka, c'est 30 sacs par quartier. Imaginez-vous dans un quartier où il n'y a que 30 sacs qui reçoivent. À Kindia, il y a eu un problème parce qu'on parle souvent de problème, c'est ce que M. Condé a dit, entre le riz que l'administration a envoyé, que l'État a envoyé, et ceux qui ont du riz dans le marché. Il se trouve que les vendeurs de riz avaient déjà les mêmes sacs de riz dans le marché que le riz envoyé par le président. Et ça a créé des problèmes au sein des marchés. Nous devons pouvoir être, c'est-à-dire pouvoir gérer les problèmes pour éviter qu'il y ait des tensions comme ça à l'avenir. Et Kindia a résolu le problème par la suite. Comment ils ont fait? Dès que les sacs de riz sont arrivés, ils ont dit gardez les sacs de riz. Ils sont allés au marché, ils ont recensé tous ceux qui ont les sacs de riz de ce genre pour dire voici ce qui se trouve au marché. Maintenant, si vous voulez vendre le riz, amenez dans les quartiers. C'est pour vous dire qu'il y a un problème de structuration de ce truc qu'on nous dit que c'est pour un petit temps, mais ça ne servira pas. Au lieu de dire que c'est pour un petit temps, donner la possibilité à ceux qui sont spécialistes en la matière de faire en sorte que vaut mieux avoir de l'abondance chère que de ne pas avoir. Vous comprenez? Cela ne peut pas se faire en l'espace de 3 mois quand même. De 3 mois. Vaut mieux avoir suffisamment de riz à manger, mais que de ne pas avoir ou bien aller dire que ceux-là qui sont en train de vendre au marché là, ne doivent pas vendre. Je voulais parler de ça un tout petit peu. Ensuite, de l'armée. Parce que M. Condé a parlé de l'armée. Je saute de là, si vous me permettez. C'est Conakry, on parle. On parle toujours de Conakry. Mais on ne pense pas souvent
à l'intérieur du pays, où actuellement, nous assistons à des exactions de temps en temps quand même. Des exactions. Je veux dire que les hommes en tenue ne sont pas suffisamment, c'est-à-dire surveillés pour respecter les conditions humaines. Nous venons d'assister à quelque chose de gravissime ici, à Conakry, lors de l'arrivée d'un leader. Là, on reviendra dessus sur le rapport pouvoir-opposition. Pour le moment, on est sur la question du riz, oui. Non, du riz seulement. Non, pas de riz seulement, de ce qui a été posé pour l'acte. Je vais dire au niveau des militaires, c'est vrai, à Conakry, ils sont ramenés à l'intérieur du pays. Mais il faut les contrôler à l'intérieur du pays aussi. Il ne faut pas seulement les amener là-bas et les laisser dans la nature. Voilà, c'est un problème qu'il faut retenir. Donc de ce côté-là, c'est ce que je peux avancer pour le moment. D'accord. Voilà. Je vais revenir à Fodetas Sila. Fodetas, vous êtes journaliste, mais actuellement vous êtes au ministère de l'Agriculture. Alors, sur cette histoire de riz, l'État va-t-il continuer à subventionner le riz ou faut-il se mettre au travail? Parce que la Guinée quand même peut nourrir sa population au niveau de l'agriculture si vraiment tout est mis en ordre. Vous savez, moi j'ai bien aimé l'intervention de mon frère Cheikh Yaya Bari de l'UFR, vous l'avez précisé, et je le trouve formidable dans sa position d'opposant, qui voit tout un éternel insatisfait, avec un peu de peinture noire sur tout ce qui a été fait, mais si on était un peu positif et constructif, ça aussi, on aurait remarqué, oui, ça c'est son rôle, c'est le rôle, il le faut pour rappeler toujours le pouvoir à l'ordre, et moi je l'admire dans ce sens, parce que pour nous, je reviendrai à l'agriculture bien sûr, mais je dis que si vous me dites aujourd'hui de faire le bilan de ces 100 jours, je me dis que quand je me promène dans Conakry, en voiture, sincèrement quoi, du fond de mon cœur, on dirait que mes rues se sont élargies. J'ai cette impression que les rues, que quelque chose s'est décoiffé sur la ville et que les rues se sont élargies. Ne fût-ce juste que pousser un peu les tables qui envahissaient la circulation. Je trouve que les carrefours sont devenus plus aérés et plus élargis. C'est un signe, j'ai dit tout de suite, que les 100 jours sont seulement un slogan pour booster les autorités et que c'est l'expression de la volonté que nous allons remarquer dans ces 100 jours. Du côté du riz, je vois mon frère qui dit qu'on aurait bien fait de laisser ceux qui sont professionnels dans ce riz-là, mais jusqu'à 300 et quelques mille. Là, il faut avoir un peu de raisonnement et s'asseoir, se dire, c'est à tel prix que j'ai acheté, c'est à tel prix que j'ai transporté, pour son peuple, pour sa patrie, pour sa population, honnêtement, sincèrement quoi. C'est à tel prix que j'ai payé, je veux juste tel bénéfice pour que vive mon peuple. Mais jusqu'où l'État va continuer à subventionner? Mais nous nous sommes dit, et à y regarder de près, et le mot est très grave, que le riz est devenu une arme de combat politique, affamer les gens pour créer des troubles. Avec le riz, ça ne doit pas se faire, et le gouvernement a pris les taureaux par les cornes, il a envoyé le riz. Mon frère trouve que c'est peu, évidemment c'est peu, c'est un début. En tout cas, l'attente est souvent longue. C'est un début, 35 000 tonnes, ce n'est qu'un début. Et je crois que ça ne va même pas continuer parce que l'action, c'est là-bas où je reviens à l'agriculture. L'action à poursuivre, c'est justement dans le domaine de l'agriculture. Je vais vous rappeler que depuis que nous sommes en Guinée, toutes ces années passées, lorsque la campagne agricole est là, le gouvernement accordait 1 milliard et quelques bribes pour la campagne agricole. Le gouvernement du professeur Alpha Condé, cette année, a accordé 205 milliards, parti de 1 milliard, à 205 milliards pour appuyer les organisations paysannes en intrants, en machinisme agricole, en encadrement. Et à la minute où je vous parlais, le ministre de l'Agriculture est à Cancan pour recevoir 20 000 tonnes d'intrants, d'engrais, qui va être dispatché dans toutes les préfectures. Cette organisation est en place, des commissions de réception sont partout, pour que cet engrais-là, qu'on vend sur le marché, avec nos amis, qu'on vend sur le marché à 300 000 et quelques, le gouvernement le vend à 120 000. Vous vous imaginez, moins que la moitié cette année. Est-ce que vous imaginez que quand une telle volonté est exprimée, parce que dans 100 jours, on ne va pas nous dire, et c'est ce que je dis aux Guinéens, le prêt-à-porter ne va pas
est passé. On n'a pas le temps de coudre sa chemise, on passe à Avarie à prendre un café, on est habillé. Il faut... Non, écoutez, on ne peut pas transporter New York sur Conakry. À la seconde, il n'y a pas de baguette magique. Nous irons petit à petit. Alpha Diego, vous voulez intervenir sur la même question? Vous voulez dire quelque chose? Vous savez, le peuple a une âme. Et c'est... Un peuple se définit par les valeurs communes à partager. Tant qu'on n'aura pas identifié ces valeurs communes, les gens auront toujours une façon particulière de voir les problèmes. Or, la seule réalité qui réside chez l'homme, c'est la perception qu'il a des problèmes. Parce que c'est à partir de cette réalité qu'il analyse. Pour illustrer mon propos, je vais peut-être être digressif, mais je vais raconter juste une histoire de 2 minutes, pas plus. Un vieillard avait pour toute fortune un âne. Toute fortune, il avait un âne. Et pour toute responsabilité, l'éducation de son petit-fils. Un jour, son petit-fils lui dit, grand-père, pour parachever mon éducation, je veux connaître le monde. Le vieillard lui dit, tu veux connaître le monde? Il dit, ouais. Il dit, bien. Sortent les baluchons, ils partent. Le garçon était à Califourchon sur l'âne et le vieillard tenait. Le premier village qu'ils ont rencontré, les gens ont dit, mais le monde est à l'envers. Regarde un garçon comme ça, dans la fleur de l'âge, et qui se fait conduire par un vieillard qui va à pied. Ils sortent du village, il a dit à son petit-fils, il dit, tu as entendu? Il dit, ouais. Le petit descend, le vieillard monte, et le petit marche à côté de l'âne. Ils arrivent dans un deuxième village, les gens disent, non, mais vraiment, le monde est à l'envers. Ce vieux, il n'a plus rien à voir de la vie, et il exploite un garçon comme ça. L'exploitation des enfants. Oui. C'est pas normal. D'accord. Ils sortent, j'ai fini, ils sortent. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent dans le dernier village où ils marchaient tous deux à pied à côté de l'âne. On a dit, les gens sont devenus fous. Ils sont bêtes parce qu'il y a un âne ici, bien portant, et 2 personnes qui marchent à côté. Pourquoi? Ça, c'est la question de la réalité, de la vision de l'individu. Nous voulons construire un pays. Nous devons apporter des solutions constructives à la construction du pays. Nous faisons le bilan avec ses insuffisances, mais avec des propositions concrètes. Lorsque nous avons fait ça, nous avons fait un bilan exhaustif. Un audit est à la fois structurel et matériel. Ça veut dire, s'il y a un déficit, qu'est-ce qui a causé le déficit? Est-ce que la fonctionnalité de la structure est à la cause? Cheikh a dit quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup de priorités en Guinée. Et c'est vrai aussi, le nombre de ministres nommés, à première vue, peut être de nature à augmenter le train de vie de l'État. Mais les chantiers à entreprendre font que ce nombre, souvent, il est même réduit par rapport à... Vous prenez un pays comme le Gabon. Il y a trop de chantiers, en fait. Il y a trop de chantiers. Vous prenez un pays comme le Gabon. Le Gabon a 50 ministres. Ils ont 1,3 million habitants. Mais le traitement d'un département ministériel, le traitement d'un ministre ou d'un secrétaire général a très peu d'incidence sur le budget d'investissement. En réalité, l'élaboration de projets bancables, la capacité d'élaborer des projets. D'accord. Monsieur Condé, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot audit, ce qui m'amène sur les 100 jours du professeur Alpha Condé à parler de cette liste de 42 débuteurs. En l'espace de 2 mois, moins de 2 mois d'ailleurs, je crois que ils ont pu quand même mettre main sur 11 milliards de francs guinéens sur les 27 milliards. Au niveau de l'opposition, on parle, Cheikh Yaya Bari, d'une chasse aux sorcières. Mais moi, je ne dirais pas ça. En fait, personne n'aimerait que ceux qui ont bouffé l'argent de l'État restent avec l'argent de l'État. Nous avons souffert dans ce pays. Mais ce que je dois ajouter, il faut mettre de la forme. Nous sommes... Et vous pensez que cela n'a pas été fait? Justement, moi je vais dire que tous ceux qui doivent, tous les débiteurs de loi, l'État doit payer l'État. Ça c'est normal.
C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a même des partis, des personnes qui sont aujourd'hui dans l'Alliance Arc-en-Ciel qui sont retrouvées sur cette liste. Ben, ils n'ont qu'à payer. C'est ça, le problème, c'est ça. Ça va bien. C'est eux qui ont soutenu, c'est normal. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Moi, je dis quoi? C'est que je dois dire. Moi, je vais citer le problème des 100 jours du président. Non seulement pas sur le problème d'audit, mais sur la forme des choses. Qu'est-ce que vous reprochez à la forme? Je vais dire qu'il serait souhaitable, il aurait dû, je vais dire, faire en sorte que les Guinéens se retrouvent et parlent ensemble. Quand il a pris la parole ici, il dit, si je deviens président de la République, je ferai en sorte que les Guinéens soient ensemble. Est-ce que vous voyez? Je serai le président de tous les Guinéens. Nous savons, au lendemain de ces élections, il y a eu tellement de fissures. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de fissure sociale, c'est-à-dire du niveau de fissure sociale qu'on ne peut pas qualifier au jour d'aujourd'hui, qu'il faut ressouder. Le président de la République, dans ces 100 jours, j'aurais souhaité qu'il appelle les Guinéens à dialoguer. Donc vous estimez que ça, c'est pas fait. Vous estimez qu'au niveau du pouvoir, on parle moins de réconciliation nationale actuellement? Presque même pas de réconciliation. Hier, j'ai suivi le Premier ministre qui a appelé les coordinations des 4 régions naturelles. Ça me faisait rire à moi. Mais il serait souhaitable que cela soit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas penser que nous pouvons faire la Guinée sans les 4 entités qui forment la nation guinéenne, les 4 régions naturelles. Il ne faut pas estimer qu'on peut mettre... Vous pensez que certains sont privilégiés et que d'autres sont en dehors du système? Donc, ce que je veux dire, je ne rentre pas dans ces détails de comportement du régime en place au jour d'aujourd'hui, mais ce que je dis, c'est perceptible qu'aujourd'hui, on ne fournit aucun effort pour permettre aux Guinéens de se parler entre eux. Nous sommes obligés de nous réunir et parler ensemble. Ce discours, quand le président, le professeur, a pris le jour de son investiture, un mot il n'a pas adressé aux voyants, militants, des gens qui se sont opposés à lui. Alors il faudrait aujourd'hui qu'on repense à cette situation et qu'on trouve solution à ce problème qui est fondamental pour qu'aujourd'hui on continue à parler autour de la table. Cheikh Yaya, il revenait à l'anniversaire du président de la République, d'après les accords de Ouaga, je crois bien, d'appeler celui qui a été élu pour le féliciter. Je ne sais pas si ça a été fait. En fait, moi je dis, quand on est chef, on est au-dessus. Dites-moi si je me trompe. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je n'ai pas suivi. Et quand on est chef, on est au-dessus de certaines considérations. On doit avoir le dos large, comme vous le dites. Alors, M. Condé, là-dessus, est-ce que vous partagez ce point de vue? Selon Cheikh Yaya Bari, le gouvernement, plutôt le pouvoir actuellement en place, parle moins de la réconciliation nationale, alors que au cours de la campagne présidentielle, les deux camps, c'était le mot d'ordre. Bon, même si je n'ai pas la même perception que Cheikh Yaya de cette réalité qu'il dénonce à juste raison et pour des raisons tout à fait logiques, je pense qu'effectivement, on ne peut pas gouverner un pays en mettant de côté ou en ignorant 47% de la population. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est certain. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais en 3 mois, Cheikhou convient avec moi qu'on ne peut pas mettre en place une gouvernance, une administration territoriale qui puisse effectivement mobiliser. Parce que le problème de la Guinée, c'est que le dialogue a toujours été au sommet. Jamais à la base. On n'a jamais créé des conditions pour que le dialogue soit à la base. On n'a jamais créé des conditions pour qu'il y ait des structures pérennes de coordination du dialogue. Jamais. Jamais. Or, le dialogue, c'est toujours au sommet avec les leaders qui se réunissent, qui signent des accords. Souvent, qui n'ont pas la capacité de transférer ces accords pour obtenir les adhésions à la base, ou souvent qui ont cette capacité et c'est respecté en fonction de l'interprétation que l'on fait de ces intérêts dans les accords. C'est qu'il y a. Donc, quand il dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on doit mettre en place le mode de représentation nationale à l'Assemblée. 114 députés. 76 députés unis, élus sur liste nationale. 76 députés, 2 tiers, qui n'ont aucune circonscription électorale, aucune responsabilité. Ça ne consolide pas l'unité nationale. Puis ça permet, même, ça ne crée même pas la démocratie au sein des partis. Donc le chantier sur la réconciliation nationale, Cheikh Yaya, est un chantier très vaste, qui ne s'impose pas à coup de loi, qui s'impose à coup de démarche. Autant poser des actes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et qui oblige à une autre forme de communication. Parce que quand on dit aux gens, il y a un déficit de communication, on croit que c'est l'absence sur le petit écran ou dans les radios. Mais ça, c'est faux. Les structures de communication sont là. C'est les quartiers qu'il faut transformer en quartier, en CDQ, comité de développement des quartiers. C'est les communes qu'il faut transformer en centre de discussion au niveau des structures politiques de la commune. Les CRD, c'est tout un ensemble de gouvernance qu'il faut réviser. C'est quand on aura révisé ça, quand on pourra faire élire le ressortissant de Gadaoundou dans Pela comme maire, on a parlé d'unité nationale et on a consolidé l'unité nationale. Ce n'est pas la peine de revenir dans le passé, mais en 80, vous pouvez avoir un Peul secrétaire fédéral à Sérékoré, comme vous pouvez avoir un Malinké secrétaire fédéral à Boké. Ça se faisait. C'est peut-être des exemples tirés d'un régime que tout le monde aborde, mais c'est des exemples que l'on aurait pu étudier. Mais on a essayé d'annihiler complètement la mémoire collective sans tirer l'essence même de ce qui a fait la grandeur de la Guinée pour ensuite... Et là, c'est une situation que le pouvoir en place a trouvé. Et que le pouvoir en place doit améliorer. Ça veut dire que demain, il faut faire les états généraux sur les élections passées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Faire des états généraux au cours desquels on va discuter même de la CENI. Regardez la bêtise de la CENI, s'il vous plaît. En un mot. En un mot. La bêtise de la CENI. Oui. On a une CENI, les gens ne se sont pas entendus dessus. Or, on doit garantir l'indépendance. La structure suprême judiciaire de notre pays, c'est la Cour suprême. Aucune partie n'a saisi la Cour suprême sur le conflit de la CENI. On a tous demandé à ce qu'on fasse venir un président de CENI de l'extérieur. Ça, on ne s'est jamais autant ridiculisé dans l'histoire de l'existence de la Guinée qu'à ce niveau-là. Alors, vous avez mené vers un débat que je trouve quelque peu aléatoire en 90 jours, en 3 mois. Nous, on parle de réconciliation nationale. Je donne ici aujourd'hui, tout de go, ma position personnelle. Cette réconciliation nationale est un terme employé par des politiques et s'il y a chaleur, c'est dans leur cerveau électronique. C'est eux, nous qui sommes sur les... Parce que moi, j'achète ma cigarette à M. Diallo et ma femme achète son magui à M. Ba, qui a sa boutique dans le quartier. Écoutez, l'État a des priorités. Tout de suite là, M. Yaya me parle de riz. Le peuple a faim. On veut l'électricité. Quand ce gouvernement est rentré en position, sur les 7 groupes de tombeaux, il y avait un seul qui marchait. Aujourd'hui, on est à 3. Ça veut dire qu'eux, ils sont occupés à quelque chose d'autre. Parce qu'en attendant, ce que nous appelons division pourtant, de la... les populations se plaignent parce qu'il y a encore moins de courant. Ce ne sont que des termes des 100 jours que j'envoie, c'est-à-dire de 90 jours que je vous envoie là. Parce que c'est les membres du gouvernement qui ont réalisé cela et nous faisons les 100 jours du professeur Alpha Condé. Je dis que les populations à la base, dans nos villages, et ma tante achète le lait chez Néné Haba, derrière mon village. Je me dis que cette chaleur dans la tête des intellectuels et des leaders politiques doit changer. Et c'est à nous, donc, la superstructure, de nous retrouver et de trouver des mots constructifs, positifs, des mots châtiés, des mots qui amènent non seulement le progrès, des mots qui font des ponts et non des mots qui construisent des murs. Parce que
ce qu'on veut créer dans la tête de la population, c'est que nous sommes opposés. Nous avons vu dans ces élections jusqu'où ça nous a menés. Si nous avions un temps moratoire de calme, et cela dépend des leaders politiques, de calme, la population se reprend tout à l'heure. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas, contrairement à ce que M. Yaya veut mettre sur la place comme priorité, ce n'est pas cette réconciliation nationale. C'est d'abord, mon peuple a faim. On veut le riz, et puis on n'a pas de courant. On n'a pas d'eau. Et si nous avons 5 ans, je considère que cette première année devrait être oui, on n'a pas de riz, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été posé comme acte par le pouvoir en place pour que très prochainement les Guinéens aient accès à de l'eau potable, pour qu'on ait de l'électricité? Là-dessus, je pense que Georges Soros est venu et qu'il aurait débloqué un certain montant pour justement l'électrification. Au-delà de Georges Soros même, j'arrivais justement dans les bilans du professeur Alpha Condé. Allons droit au bilan. Je dis, cette offensive diplomatique du professeur Alpha Condé, aller vers nos partenaires, ramener la Guinée dans ses institutions, lui donner encore sa place de visibilité dans le monde entier, est quelque chose de très important et il a réalisé dans les 100 jours. Nous sommes partis maintenant avec toutes les institutions qui nous avaient fermé la porte. Aujourd'hui, c'est ouvert. Vous avez vu le balai diplomatique sur Conakry et les institutions de Bretton Woods. Les hôtels font le plein. Je peux faire le tour. Ça veut dire que c'est un signe déjà et c'est à mettre à l'actif de ce gouvernement. Nous avons vu le professeur aller à Paris, rencontrer notre ex-puissance coloniale, essayer essayer de rétablir et d'essuyer un peu ses relations avec la France, aller jusqu'au-delà, trouver nos partenaires dans l'eau, dans l'électricité, dans le coton. Cheikh Yaya, vous voulez dire un mot? Je voulais dire un mot. Oui. C'est bon de faire des effets d'annonce sur beaucoup d'actions. Comme a dit mon oncle Hiro, c'est la perception qu'on a sur le terrain qui est importante. C'est que les Guinéens aujourd'hui, quand ils disent qu'il y a le bateau qui doit arriver dans 1 mois, mais il veut avoir le riz tout de suite pour sa marmite. Ça, c'est une réalité. Quand on me dit qu'on a réparé les groupes de tombeaux de 1 à 3, en attendant, j'ai une régression de courant chez moi. Avant j'avais chaque 0 heure le courant. Aujourd'hui, c'est chaque 2 jours à 0 heure, j'ai le courant chez moi. Donc, on ne peut pas me dire qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Peut-être l'eau, oui. 1 jour sur 2, je gagne. Avant, je ne gagnais pas beaucoup. Mais je veux dire quoi? Quand on me dit que la réconciliation nationale est politique, on va revenir, Cheikh, je vais t'interrompre, on va revenir sur la réconciliation nationale, mais je voudrais bien qu'on évolue. Donc la dernière partie de cette émission, justement, c'est sur le rapport pouvoir-opposition. Et le climat politique est encore tendu, à ce que je vois. C'est du moins aussi ce que m'a fait savoir Djabi Gassama Khalifa. Il est juriste et président de l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. Je voudrais qu'on suive cet élément et après on revient sur ce plateau pour en discuter. Du gouvernement, cette responsabilité politique qui consisterait à appliquer un projet politique avec pour objectif final l'unification nationale, l'union nationale, puisque nous pensons de toute façon que ce pays ne pourra pas s'en sortir si nous nous installons dans une logique de démocratie formelle, c'est-à-dire le pouvoir se prétendant bénéficier du fait majoritaire ne s'en tiendrait qu'à la loi, simplement à la loi. Il dirait je suis là pour 5 ans, je ferai ce que la loi me permet de faire, et l'opposition qui se dirait moi je suis opposant, je m'opposerai à tout ce qui viendrait du pouvoir, ce que j'appellerais une opposition systématique ou obsessionnelle. Je pense que nous n'avons pas aujourd'hui un contexte politique, un contexte social qui nous permette de jouer à ce jeu-là. Je crois qu'il nous faut en Guinée un mécanisme démocratique qui relève un peu de l'éthique. Il faut de la loi, mais il faut aussi une disposition, une posture qui nous permette de prendre en compte l'enjeu, le défi que nous avons, les principes démocratiques qui ne sont pas négociables, mais aussi les défis que nous devons relever, parce que je pense qu'on ne pourra pas les relever si l'opposition n'est pas capable d'apporter, quand cela est nécessaire, c'est-à-dire dans l'intérêt général, le soutien nécessaire pour aider le gouvernement à réaliser un certain nombre de projets. Pour cela, il faut que le gouvernement soit disposé
à accepter cela. Mais en attendant donc que le gouvernement ne réagisse, est-ce que vous avez de l'espoir pour la Guinée? Est-ce que vous pensez qu'avec l'équipe actuellement à la tête du pays, avec le professeur Alpha Condé, pourrait amener les Guinéens dans un monde meilleur? Les choses pourraient changer positivement pour l'ensemble des Guinéens. Nous avons deux choix. Ou continuer dans des campagnes politiques permanentes, l'opposition permanente. Dans ce cas, nous allons condamner les Guinéens à vivre dans cette condition insupportable. Ou alors, nous avons la force de caractère suffisante pour être capable de dépasser un certain nombre d'oppositions politiques ou de contradictions ou de désaccords politiques et poser des actes qui soient en mesure de sortir les Guinéens de cette misère qui devient de plus en plus. Donc si je vous comprends bien, vous condamnez actuellement le climat politique qui prévaut dans la cité? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne puisse pas être capable de tirer les leçons de l'histoire politique africaine. Que nous dirigions inlassablement vers une logique démocratique formelle, le gouvernement, l'opposition. L'opposition passe son temps à critiquer, le gouvernement passe... C'est ça aussi le rôle de l'opposition. Il faut bien sûr apporter des critiques pour que l'autre camp puisse aussi corriger au fur et à mesure ses actions, ses actes. Vous me donnez l'occasion de faire une précision. Je n'enlève pas à l'opposition son droit légitime, fondamental de critiquer. L'opposition peut le faire et elle doit le faire. Je dis qu'elle doit être capable de ne pas s'inscrire dans une logique de critique systématique, puisqu'aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. La démocratie ne doit pas être pour nous un caprice. Ça doit être un instrument qui nous permette de réaliser un certain nombre de défis. Pour cela, il faut qu'à côté du droit légitime et légal, constitutionnel de l'opposition de critique, c'est pourquoi je parle d'éthique. Quand je parle de l'éthique, je ne suis plus du tout de l'ordre légal. Je parle de quelque chose qui soit intime à tout un chacun, de dire, voilà, j'ai légalement le droit de faire cela, mais je pense qu'en ne faisant que cela légalement, je peux porter atteinte à l'intérêt général. Cela est valable pour le gouvernement, pour le président de la République, pour l'opposition et pour tous les leaders de l'opposition. Donc il faut qu'on soit capable de se servir de ce que la loi nous procure comme droit, et comme liberté, tout en pensant quelquefois, quand cela est nécessaire, que le simple jeu légal ne nous garantit pas l'efficacité de nos projets de développement national. C'est ça, donc, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. L'opposition doit critiquer. Elle est là pour critiquer, mais quand c'est nécessaire, elle doit avoir le caractère suffisant de s'asseoir sur ses frustrations et les oppositions politiques et dire, voilà, nous sommes à un moment difficile de ce pays, nous apporterons de façon libre. Cela sera d'autant plus efficace que ce sera fait librement. Nous apporterons au gouvernement notre soutien puisque nous pensons que cela va dans l'intérêt des Guinéens. Si vous pensez que poser des obstacles pour un certain nombre de projets qui vont dans l'intérêt des Guinéens, feront du mal au gouvernement ou au président, on se trompe, parce que quand il y a des difficultés, ce sont les Guinéens qui en pâtissent. Je crois qu'il est du devoir du président de la République de rassurer. C'est un devoir absolu. Pour lui, c'est un terme constitutionnel, c'est pas moi qui le dis, d'une certaine façon, il est l'incarnation, il est le garant de nos institutions, autrement dit, le père de la nation. Il doit, si vous me permettez l'expression, avoir la peau tannée, dure, accepter un certain nombre de choses, rassurer les Guinéens, même ceux qui pensent qu'il ne peut pas les rassurer, il doit inlassablement, continuellement avoir une position qui rassure, qui rassemble. C'est un devoir, cela me paraît absolument indispensable. Puisque une vérité est incontournable, ce pays ne s'en sortirait pas si nous ne sommes pas capables demain de s'asseoir autour de la même table, malgré nos divergences. Retour donc sur ce plateau, on vient ensemble de suivre Gabi Gassama. Il intervenait sur le rapport pouvoir-opposition, ce que chacun doit faire pour que le pays puisse avancer. Cheikh Yaya Bari, vous qui êtes de l'opposition, quelle appréciation ou quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle? Bien, au jour d'aujourd'hui, je vais dire que nous avons des problèmes. Je ne dirais pas que nous cherchons à critiquer seulement le pouvoir en place, mais nous avons des problèmes et ça nous inquiète. C'est vrai, M. Gassama vient de le dire, il faut rassurer. Le peuple a besoin d'être rassuré.
Les partis politiques ont besoin d'être rassurés, qu'ils sont dans un environnement qui leur permette de s'émanciper. Ça, c'est important. Nous avons fait un combat ici, de 2007 à 2008. 2006, 2007, 2008. Nous avons fait les forces vives ici. Et je suis membre de cette organisation. J'étais membre de la commission d'organisation des forces vives. C'était pour obtenir un peu de liberté pour les citoyens guinéens, un peu de liberté pour les partis politiques, amener le dialogue politique entre les partis politiques et les gouvernants. C'est ça qui était, c'est-à-dire la demande. Et on a sorti 3 documents. Il y a eu le document politique, le document économique et le document social. Ces 3 documents, au jour d'aujourd'hui, sont encore importants, peuvent être utilisés aujourd'hui, ces documents-là. Et le professeur président était membre de ces forces vives. On s'est battu pour ça. Aujourd'hui, il est élu. Ce que nous pouvions dire aujourd'hui, c'était de dire ouf, ouf de soulagement. Que nous avons la possibilité de nous émanciper, de dire ce qu'on pense et de pouvoir, dans le respect des lois de la République. Mais aujourd'hui, quand on constate, par exemple, l'arrivée d'un leader politique dans ce pays qui rentre chez lui après 3 mois d'absence, avec l'engouement que ces militants à lui ont trouvé nécessaire de le soutenir, de venir dire que oui, tu as perdu, mais nous sommes avec toi. Le rassurer. Qu'on commence à compter les morts d'hommes, ça c'est très dangereux pour un pouvoir. Et je ne dis pas que c'est à l'actif du président de la République, mais il y a des abus autour du pouvoir qu'il faut arrêter aujourd'hui. Donc à ce niveau, il y a un problème, à ce niveau-là, il y a un problème du respect de la légalité, c'est-à-dire la reconnaissance des partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, on a un problème. Qu'un gouverneur se permet de dire qu'il n'est pas possible que des partis politiques se réunissent, je ne sais pas à quel niveau il se trouve d'information sur la loi de la République. Il ignore qu'un gouverneur lance un communiqué disant qu'un leader ne doit pas être reçu dans des communes. Je ne sais pas à quel niveau d'information il a sur la République. Parce que c'est au maire qu'on adresse des correspondances. Et ensuite, on ne demande pas autorisation en tant que parti politique. On donne une information. C'est une information qu'on donne, que nous devons faire ça. Et le pouvoir est tenu obligé d'assurer la sécurité selon le respect de la loi. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est le dialogue. Nous avons essayé de rappeler un certain nombre de partis politiques et de la société pour créer le cadre du dialogue. Parce qu'il est important, c'est vrai, M. Yabi vient de le dire, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. Il faut s'opposer pour construire un état de droit fort. Et pour cela, il faut que les gouvernants et les gouvernés se retrouvent. Il faut qu'il y ait communication. Il devait avoir un cadre de concertation entre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui cherchent à être au pouvoir. D'accord. Voilà. Alors, Yero Condé. Oui, je veux juste rappeler à mon cher neveu que la décision du gouverneur devait faire l'objet d'une saisine de la Cour suprême par ceux qui se sentent frustrés. C'est la même loi qui le dit. Est-ce que cela a été fait? Je vous demande, lui il est en train de contourner la loi. Est-ce que cela a été fait? Ce n'est pas possible. Ce qu'il dit n'est pas normal. Permettez, je finis. Ce qu'il nous dit là. Non, je te dis. Nulle part dans la loi guinéenne. Je vais vous dire. Non, attends, Seikou. Ce n'est même pas de son ressort. Seikou, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc on l'écoute. Voilà, tu permets que je parle. Ça parti. devait faire l'objet d'une saisine de la Cour suprême qui se serait prononcée sur la constitutionnalité de l'acte posé par le gouverneur. Encore une fois, on ne fait pas confiance à nos institutions. Il faut relever ça, s'il vous plaît. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième aspect, la perfection n'appartient qu'à Dieu. En ce bas monde, la perfection n'appartient qu'à Dieu. On a reçu une injonction du gouverneur
on considère que le gouverneur n'est pas l'autorité nécessaire, habilité. Il y a un problème d'habilitation que Cheikhou donne. Et quand il n'est pas habilité à prendre une décision concernant les manifestations politiques, même à caractère public, parce que les libertés sont des libertés individuelles, publiques et collectives. Nous sommes bien d'accord. J'ai dit, la Cour suprême existe pour examiner avant, au moment même où le je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé de la CENI. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vrai que pour le moment, les rapports opposition, mouvance présidentielle, ne sont pas régis par des structures permanentes du dialogue. Je l'ai dit, il y a une absence de structure et de relais du dialogue. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'apporter notre contribution pour que ce régime réussisse. Parce que s'il réussit, il y aura moins... C'est ce que l'opposition aussi devrait faire, l'a dit tout à l'heure Gassama. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Quand je dis nous, je dis l'ensemble. Il faut que le régime réussisse. Je vous donne un exemple. Sous le régime Dadis, j'ai dit à un leader de parti politique, j'ai dit Dadis a une telle aura que s'il réussit à mettre en place tout ce qu'il veut, ça va être bien pour le pays. Le gars, tu sais quelle a été sa réaction? Il dit, mais tu es fou. Si Dadis réussit, le peuple n'a plus besoin de nous. Voilà. Mais ça veut dire que les gens... Il y a le moi. Il y a le moi, quoi. Oui, ça veut dire que les gens espèrent toujours, ils construisent leur audience, sur la misère du peuple. Parce que c'est la misère du peuple qui reste la cause qui leur permet de s'exprimer et d'avoir des tribunes. Alors, Fodetas, sur la question du rapport mouvance présidentielle, opposition. Moi, je suis, et là je veux bien le dire, je suis très déçu. Je m'attendais qu'au sortir... Du pouvoir, de l'opposition? De l'opposition. D'accord. Je vais le dire. Le président Cellou Dalein Diallo porte aujourd'hui sur sa tête la couronne de champion de la réussite du processus démocratique en Guinée, parce qu'il nous a évité l'hécatombe en acceptant directement le résultat proclamé par la Cour suprême. Et lui donc personnellement, en tant que fils de ce pays, et son entourage, que je crois positif et constructif, et son entourage aurait dû tout faire, non pas seulement pour maintenir cette aura et cette célébrité à travers le monde, mais l'améliorer, l'entretenir, parce que c'est un acquis pour lui et pour son parti et pour son alliance. Mais le mépris que nous avons pour l'autorité, la façon même de dire un simple gouverneur, le mépris que nous avons pour l'autorité ne va pas arranger ce pays. Nous avons participé tous, j'en fais partie, mon frère Yero est là, au combat que nous avons mené depuis 2003. Mais nous avons enregistré trop de morts. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir, se regarder dans le miroir et se dire en tant qu'intellectuel que nous pouvons faire désormais l'économie des morts en arrêtant, par nos mots et par nos gestes, par nos commandements et nos instructions, de pousser les enfants à la mort, sachant qu'ils vont à la mort. Et en disant, c'est un simple gouverneur qui a dit, allez, je suis d'accord, je bloque là, parce que là, il faut être honnête. Une situation. Est-ce que le temps de l'hypocrisie des mots ne va pas prendre fin dans ce pays? Pour qu'on parle maintenant, vraiment logiquement pour notre peuple. Non, je ne vais pas le laisser évoluer comme ça. Parce que je vais vous dire... Non, monsieur, lorsque vous avez la parole, j'ai tout le temps de vous écouter. Vous me laisserez intervenir. Bien sûr, avant de clôturer l'émission. Je souhaite que ça, une vie, le petit Zakaria Diallo qui est décédé par suite de ces manifestations, représente pour moi la vie de 12 millions de Guinéens. Et nous en avons perdu, Dieu seul sait. Nous avons suivi ici les élections, ce qui s'est passé pendant la campagne. Nous savons déjà que celui qui a perdu est frustré. Et il faut avoir un caractère, une capacité d'encaissement pour pouvoir digérer. En 3 mois, en 100 jours déjà,
les gens sont en train de digérer ce qui s'est passé. Qu'un leader politique responsable analyse cet état de fait sociologique de son pays et se dise « j'arrive, ils vont m'accueillir avec des motos ». Mais le gouverneur a dit, même le planton de l'État l'a dit, j'évite pour garder mon aura de champion de la démocratie, puisque j'ai déclaré que moi, je ne veux pas le feu dans mon pays, j'évite et je dis, ne sortez pas, retrouvez-moi au siège ou bien accueillez-moi chez moi. Parce que ce qu'on est en train de poser, c'est de dire, est-ce qu'on n'a pas le droit de marcher? Nous ne sommes plus en campagne. C'est perdu. Si Sidia Touré devrait rentrer demain, toute la rue est barrée. Lansana Kouyaté rentre, toute la rue est barrée. Sarandaraba. Nous venons de sortir de la fournaise, soyons honnêtes et essayons de calmer le cœur de ce peuple jusqu'à ce que nous digérions nos frustrations avant d'aller de l'avant. Je rappelle juste que vous êtes du bureau exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Alors un mot. Ça ne m'étonne pas de M. Tass. Au moment où on se battait contre Dadis, il était là pour soutenir Dadis. À court et à cri. On l'écoutait, à la télé, on le suivait. On est pressé. Les forces vives se trouvent à l'intérieur du pays. C'était des mots qui sortaient des bouches des gens ici qu'on suivait. Mais ce que je vais ajouter, ce que je vais dire. D'abord, je n'ai pas dit retirer le mot, je n'ai pas dit un petit gouverneur, je n'ai pas dit un simple gouverneur. J'ai dit un gouverneur n'a pas le droit. Voilà, attention, je vous le dis clairement. J'ai dit un gouverneur, ce n'est pas son rôle de prendre de tels actes. Quand M. Condé dit qu'il y a saisine à la Cour suprême, le communiqué qui passe la nuit pour une réception le matin, dites-moi comment on va porter plainte et que la Cour suprême statue là-dessus avant l'arrivée de la personne à midi. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas penser à tout ça. Ce qui est fondamental, je suis d'accord que le pouvoir en place ait un profil bas, parce qu'il a gagné, Dieu seul sait, il est à 52%, a un profil bas quand on le reçoit. Mais quelqu'un qui a perdu une élection, dont les militants sont là, et qui réclament le pouvoir, est-ce que vous comprenez? C'est au pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, et prouver encore que nous sommes démocrates, garantir l'arrivée de cette personne dans son pays. Il aurait même fallu mieux que le président de la République se déplace, vienne à l'aéroport, dire que mon frère, je te tends ma main, tu es venu dans le pays, tu es la bienvenue dans ton propre pays. Alors le dernier mot pour le doyen Alpha Yero Condé avant de clôturer avant de faire une porte et fenêtre de cette émission. On me fait comprendre qu'il ne me reste plus encore. Donc non, alors je donne le dernier mot effectivement à justement, Alpha Yero Condé. Ce que je voudrais, moi, savoir, c'est que l'on se dise, il s'est passé des incidents à l'arrivée de Selou. Comment peut-on éviter ce genre d'incidents? Quelles dispositions pratiques pouvons-nous prendre pour que ces incidents ne se répètent pas? Effectivement. De façon à ce que aucune mort pour raison d'État ne se fasse en Guinée. De 2006 à maintenant, on a enregistré plus de 600 morts. 2003 même. Tu vois, plus de 600 morts pour le combat pour la démocratie, pour l'unité nationale. Basta. On a un régime. On va aller aux élections communales et communautaires. D'abord législatives. Législatives, communales et communautaires. Quand on va finir ça, on aura construit les instruments de la démocratie et les instruments du dialogue. Travaillons à ça. Évitons les incidents du genre de l'arrivée de Selou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Grand Dossier qui s'est intéressé ce soir donc aux 100 jours du professeur Alpha Condé et du rapport mouvance présidentielle opposition. Merci à mes invités ici présents. Il s'agit de Alpha Yero Condé, consultant en bonne gouvernance et en matière électorale, Cheikou Yaya Bari de l'UFR, membre du bureau exécutif de l'Union
des forces républicaines de Guinée. Fodetas Silla, journaliste ici à la RTG, mais qui évolue donc actuellement au ministère de l'Agriculture. Et je rappelle que Dr Bano Bari, sociologue, devrait être aussi sur ce plateau, mais fort malheureusement, à la dernière minute, il a décliné l'invitation. À vous, téléspectateurs, je vous dis infiniment merci de votre attention et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Grand Dossier. Bonsoir.